5 sur 7 matin, bienvenue sur le débat matinal. Savez-vous qu'une personne sur 5 dépend des plantes sauvages, des algues et des champignons pour sa nourriture et ses revenus et que 2,4 milliards d'êtres humains ont besoin de bois pour cuisiner? Au total, la survie de 70% des populations pauvres est directement liée à la flore et à la faune sauvage, alors que l'érosion de la biodiversité ne cesse de s'aggraver, menaçant ses usages et donc le bien-être d'une partie de l'humanité. La plateforme intergouvernementale scientifique et politique de la biodiversité sur la biodiversité et les services écosystémiques, l'IPBES, a dévoilé hier, lundi, un nouveau rapport d'évaluation sur l'utilisation durable des espèces sauvages, surnommé le GIEC de la biodiversité. L'étude complète, élaborée par 85 experts de plus de 50 pays, a nécessité 4 ans de travail et se fonde sur quelques 62 000 références. Nous en parlons dans le forum de discussion. Et puis, vous le savez, il y a exactement 30 ans, en juin 1992, à Rio de Janeiro, c'est au Brésil, 120 chefs d'État et de gouvernement ont adopté la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, un programme d'action pour le 21e siècle dénommé Agenda 21 qui contient 2500 recommandations relatives à la sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité. Et en ce mois de juillet 2022, 30 ans après, donc l'Institut français du Bénin avec ses partenaires ont décidé de réfléchir sur les actions menées, les acquis obtenus, les nouveaux enjeux liés à l'environnement et au développement durable. Chaque jour, il y a donc bien sûr un partage d'expériences, plusieurs programmes qui sont exécutés et nous recevons ce matin un invité, Frédéric Ferrer. Il est auteur, metteur en scène et performeur. Bonjour. Bonjour. Frédéric. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va aussi, merci. Alors, vous avez prévu pour le compte de cette expérience qui se déroule à l'Institut français 2 spectacles sur l'Atlas de l'Anthropocène. C'est prévu pour les 12 et 13 juillet à 19h du côté de l'Institut français du Bénin et c'est un exercice à la fois ludique et pédagogique sur l'avenir de notre planète. C'est bien cela. Oui, c'est un atlas que j'ai commencé il y a 12 ans maintenant, c'était en 2010, avec une expérience qui s'était faite avec des petits canards en plastique jaune que la NASA aux États-Unis avait lancé dans un glacier du Groenland, le glacier Jakobshavn, pour tenter de comprendre la disparition rapide de glace dans l'Arctique. Et en fait, ils avaient jeté ces petits canards en plastique jaune dans un glacier, pensant que les canards allaient prendre ensuite des courants sous-glaciaires et que ça allait expliquer peut-être l'un des mécanismes rapides de la disparition de glace dans cette partie du monde. Et puis, ils s'attendaient à retrouver les canards à la sortie du glacier et ils les ont jamais retrouvés. Et donc, ils ont lancé un appel à aller chercher les canards en plastique. Et moi, j'y suis allé. Donc, je suis allé au Groenland. Donc, c'était en 2010. Et j'en ai fait une première cartographie qui présente mes hypothèses de localisation du canard. L'expérience est assez absurde, on pourrait dire, de lancer des petits canards de baignoire, des petits canards de bain, dans un glacier. Ouais. Mais ça permettait justement de tenter de réfléchir de cette manière-là à un des mécanismes du changement climatique. D'accord. Et ce spectacle a été le démarrage, je l'ai présenté d'ailleurs au Bénin, je l'ai présenté à l'Institut français en 2013, ce spectacle, et ça a été le démarrage d'un atlas où maintenant, pardon, et j'ai dit tout ça avant de répondre à votre question, mais j'arrive à la question. Absolument, mais il fallait aussi présenter Alain Toussaint qui était avec nous. Ah, pardon. J'attendais justement que vous finissiez. Ah bon, pardon. Allez-y, alors. non, allez-y. Et puis, ça y est, je fais court. Et donc, c'est le début d'un atlas avec différents territoires et j'en présenterai 2 autres aujourd'hui et demain à l'Institut français. D'accord. Vous restez avec nous. Alain Toussaint, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Merci de vous joindre à nous pour le débat matinal comme tous les mardis. Merci. Et puis il est resté avec moi, mon cher William Apollinaire Tchoki, bien sûr. Alors, nous parlons de ce nouveau rapport de l'IPBES, ce rapport de l'IPBES très accablant. J'ai le rapport sous la main, bien sûr. C'est vrai que c'est un gros document, mais bon, il y a l'essentiel à retenir de ce rapport. Vous l'avez parcouru, le rapport, Alain? Oui, je ne l'ai pas parcouru entièrement, mais je crois quand même que c'est un rapport très informatif sur l'état
de la biodiversité dans le monde. Et comme vous l'avez dit, le rapport est accablant. On annonce que 1 million d'espèces végétales et animales vont disparaître dans les prochaines décennies si l'espèce humaine ne revoit pas radicalement et rapidement donc sa façon de vivre. Donc je crois que et le deuxième élément que j'ai retenu, c'est que ce sont les activités humaines qui sont à l'origine donc de l'altération de la planète. Et le troisième élément que j'ai retenu, c'est que il faut que nos États donc cessent de considérer que bon la croissance, le PIB, tout ça, c'est une fin en soi. Donc c'est important, c'est très informatif et ça nous renseigne aussi que depuis le sommet de Rio, on comprend que véritablement les choses n'ont pas avancé et que effectivement la biodiversité est menacée. Quand vous prenez par exemple le cas d'un pays comme Madagascar avec les lémuriens que nous connaissons très bien, aujourd'hui on sait que 50% sont menacés de disparition et chaque année c'est 50 000 à 100 000 qui disparaissent. Donc ça veut dire que bientôt on n'aura plus cette espèce quand même qui est très symbolique par rapport donc à un pays comme Madagascar où c'est toujours beau de les voir, mais aujourd'hui je crois que les activités humaines ont fait que effectivement que tout ça va disparaître. Donc ça c'est à l'échelle aussi du continent africain. C'est le même constat. Le continent africain qui, je dirais, abrite 1/5 donc de ce que nous avons comme espèce. Donc je crois que une fois encore, on tire la sonnette d'alarme. Mais est-ce que véritablement on a conscience que effectivement tout ce qui a été dit dans ce rapport-là qu'on va se l'approprier et que surtout les mesures vont suivre pour pouvoir sauver donc la planète de la disparition donc de ce qu'elle a de riche. Alors ce rapport rédigé par donc les espèces de l'IPBES surnommé le GIEC de la biodiversité met en évidence justement, allait la rappeler, un net recul en termes de protection de nos écosystèmes, en termes de protection de la flore et de la faune. Ce n'est pas tout nouveau ça. Non, ce n'est pas tout nouveau, surtout quand on voit les images que nous présente le réalisateur du jour, Amel Bayhen, par rapport aux inondations, par rapport aux incendies. On l'a vu, par exemple, en Australie, tout ce qu'on a eu comme dégradation de la biodiversité, tout ce qu'il y a eu comme faune qui ont pris feu et qui sont partis. On a dit aussi que chaque année, le coût des animaux sauvages qu'on vend dans le monde dépasse, pas de 69 milliards de francs, 60 milliards de dollars à 189 milliards de dollars. Donc j'imagine un peu tout ce que nous prélevons de la nature, que nous vendons, que nous utilisons, sans nous rendre compte que si on ne l'utilise pas de façon rationnelle, que cela va disparaître drastiquement. Le problème, c'est que parfois on se dit que la nature nous a tout offert, on peut l'utiliser. Parce que c'est gratuit. Parce que c'est gratuit. Or, c'est faux. Par exemple, dans le rapport, j'ai lu même qu'on dit, par exemple, quand on parle de la quantité le nombre de personnes qui manquent de l'eau potable par jour, je me dis que ce sont des choses quand même qui doivent faire réfléchir plus d'un. Qu'est-ce qu'on fait pour faire reculer ces statistiques, ces chiffres qui nous donnent le froid, qui font peur, j'allais dire, à la limite. Tellement de choses qui sont dites dans ce rapport, je me dis, on doit prendre conscience parce que ce rapport ne dit pas quelque chose de nouveau. Ça montre un peu la situation que nous vivons chaque jour. Et puis, j'ai l'impression que nous, les humains, on ne prend pas conscience du danger que nous courons parce qu'on se dit que la nature, elle a donné tout, il faut l'utiliser comme on le veut. Tout à l'heure, j'entendais quand il parlait par exemple de la fonte des glaciers. Je me dis, quand parfois je vois ces images à la télé, je me dis, mais c'est fou. Si tout ceci-là se fondait et que le niveau de la mer augmente, je prends par exemple l'exemple de notre ville Cotonou, ici où nous sommes, on dit qu'on est en bas du niveau de la mer. Alors j'imagine que si on continue comme ça, cette ville va disparaître. Et si elle disparaît avec tout le monde, pas seulement les maisons, c'est avec les hommes aussi qui y habitent. Donc c'est tous ces dangers-là qu'on doit se dire. Alors la chose, elle est grave. Il faut qu'on prenne conscience que la biodiversité, c'est quelque chose qu'on doit protéger, même si c'est un don de la nature. Alors, Frédéric Ferrer, oui. Si nous en venons à cette initiative donc, de l'Institut français de réfléchir sur, je vais dire, les 30 ans après le sommet de Rio, qui, justement, ne sont pas vraiment... que la réflexion que vous menez n'est pas si loin
du rapport présenté par les experts de l'IPBES. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'option spectacle pour faire passer le message? À l'origine, moi, je suis un homme de théâtre, donc je fais des spectacles. Je fais des spectacles et c'est-à-dire que au départ, j'avais pas un message à faire porter. Au départ, je faisais des spectacles, je m'étais intéressé à d'autres sujets, je m'étais intéressé notamment à la folie et à la psychiatrie. Et puis, comme par ailleurs, j'ai aussi un passé de géographe, les questions, et puis d'étudiants en climatologie, voilà, les histoires de climat m'intéressent. T'es pas allé au bout? Non, parce que je voulais faire du théâtre. Je voulais faire du théâtre. Et donc, les histoires de climat, à un moment donné, sont arrivées dans ma pratique artistique, dans le théâtre. Et je me suis dit, mais voilà, un théâtre qui serait en prise avec le réel, avec son temps, ce serait un théâtre qui s'intéresserait justement à ce qui est en train de nous arriver, c'est-à-dire une crise écologique majeure, la 6e extinction massive de la biodiversité et du vivant, le changement climatique, etc. Donc je me suis intéressé à pas mal de processus. Mon premier spectacle s'appelait Mauvais temps. Ensuite, je me suis intéressé aux négociations climatiques qui ont été lancées justement par le sommet de Rio avec le processus. Voilà, avec 3 ans après, en 95, avec le principe des COP, les conférences des parties, voilà, qui sont d'incroyables sommets qui ont été en fait des usines de lenteur. C'est-à-dire que finalement, en fait, l'humanité décide de se réunir pour tenter de stopper l'augmentation des températures. Et en fait, plus on se réunit, plus les températures augmentent. Donc j'en arrivais à cette conclusion un peu artistique. On voyage beaucoup. Ouais, c'est ça. Il y a un nombre d'avions qui suivent ces pays, qui doivent aller à ces rencontres. Voilà. Et tout ce qu'on consomme là-bas aussi, c'est assez chaud. Donc j'en arrivais à cette conclusion un petit peu absurde qu'il faut absolument arrêter de se réunir au plus vite parce qu'à chaque fois qu'on se réunit, les températures augmentent. Surtout qu'on n'a pas toujours les solutions. Oui, voilà, c'est ça. Bon, en même temps, c'est très bien que ces réunions puissent avoir lieu. Moi, mon constat en tant que metteur en scène de théâtre, c'est de regarder le monde. Le monde est absurde, autant le dire. Le monde dans lequel nous vivons, il est absurde, il est tissé d'absurdité. Et moi, j'essaye de faire des spectacles qui sont en écho avec ça et qui rendent compte de cette absurdité. C'est pour ça que mes spectacles sont souvent assez décalés, assez absurdes eux-mêmes, assez drôles. Non pas pour se moquer, mais pour tenter justement de questionner autrement regarder autrement le réel, le monde. Et vous parlez de l'Atlas Anthropocène. Qu'est-ce que vous y mettez? Donc dedans, je mets plein de ce que j'appelle des cartographies. Donc à chaque fois, je vais sur un territoire et je m'intéresse à une question. Donc je me suis intéressé à ces fameux canards, je me suis intéressé à un moustique. J'étais venu au Sénégal suivre un moustique qui s'appelle Aedes albopictus. Je me suis intéressé à différents sujets. Je me suis intéressé à un poisson qui s'appelle la morue. L'année dernière, je me suis intéressé aux lapins, parce que les lapins sont un peu comme nous, c'est une espèce invasive qui est assez destructrice de l'environnement, donc ils sont et puis ils mettent un bazar phénoménal parce qu'ils sont jamais à l'endroit où on pense qu'ils devraient être. Donc les lapins, ils questionnent en fait notre modernité, ils questionnent l'humanité, ils questionnent ce que nous sommes et nos manières de nous développer. Est-ce que si vous vous intéressez à quelque chose au Bénin? Non, j'ai pas encore fait parce qu'à chaque fois que je fais un sujet, je fais tout un travail d'enquête, etc. Et j'ai pas eu encore le temps de rester suffisamment au Bénin pour avoir. Pourtant, vous étiez ici en 2013. Oui, mais j'étais venu 3 jours pour faire le spectacle. Mais je ne doute pas qu'avec le littoral, les mangroves, le profond bouleversement des territoires liés au changement climatique, je ne doute pas qu'il y ait énormément de sujets, possibles, potentiels. Voilà. Et donc là, j'en présenterai 2 cette fois-ci. L'un qui est vraiment en dehors de la Terre, parce que ça s'appelle Wow. Et c'est une Wow. Le Wawa. Wow. W-O-W. Wow. Ouais. C'est quel? Ah, wow, ok, d'accord. Wow. Ok, wow. C'est un signal que les Américains ont entendu dans les années 70. C'est un signal sonore venu de l'univers et qui n'est pas le bruit de l'univers. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, est-ce que c'est une présence extraterrestre? Qu'est-ce que c'est exactement? Et donc, je vais présenter ça ce soir comme c'est une exploration en fait dans l'exobiologie, dans la vie ailleurs que sur Terre et dans notre capacité à nous
en tant qu'être humain, d'aller peut-être un jour s'installer ailleurs, vivre ailleurs, etc. Mais attends, parfois je me dis, mais cette intention à se dire, on ira vivre ailleurs, est-ce que cela ne nous amène pas parfois à ne pas prendre conscience, à détruire ce que nous avons sur place? Parce que je me dis, mais bien sûr. Mais bien sûr. Parce que souvent, quand je vois les Américains, enfin les pays développés se disent, ok, on ira explorer d'autres planètes, La Lune, Mars, notamment. Jupiter, je ne sais pas, s'il avait possible là-bas. Parfois, on se dit, mais ok, s'il avait possible de l'autre côté, ok, on peut détruire ce qui est ici, un jour on ira de l'autre côté. Est-ce que tous les pays ont cette force de partir ailleurs? Surtout nous qui sommes dans les pays en voie de développement. C'est comme si quelque part, nous, on est abandonnés à nos sorts, voilà. Oui, c'est terrible, c'est terrible. Ouais, c'est terrible, vraiment. C'est terrible. Le film Don't Look Up montre bien l'inanité, parce qu'ils partent à un moment donné, ils partent et puis ils arrivent sur un territoire horrible, etc. Non, mais bien sûr que cette propension à vouloir regarder ailleurs, en dehors de la Terre, pour espérer trouver un nouvel Eldorado. Oula, pardon. Allez-y, alors que tout part à volo ici est une mauvaise solution, bien sûr. Mais en même temps, c'est un penchant de l'humanité tout le temps. Ça, c'est notre capacité à nous, Homo sapiens, de tout le temps projeter d'autres choses, conquérir d'autres. De vouloir fouiller d'autres. C'est quoi ce qu'il y a là-bas. Exactement, voilà. Et peut-être que c'est une nouvelle frontière un jour, mais pas pour Enfin, ça se fera pas par la destruction d'ici. Ça peut pas se faire par la destruction d'ici. Ça peut pas être allez, c'est bon, ici c'est foutu, on part ailleurs. Ça peut pas être ça. Parce que si c'est ça, ce sera pour combien de personnes? Ouais, justement, si vous permettez, Oui, allez-y. Quand je parle par exemple aujourd'hui là, avec la guerre en Ukraine, où plusieurs pays, à travers ces sommets, les COP, donnent des dates pour dire, ok, moi en 2023, je parle par exemple de l'Allemagne qui dit, ok, moi en 2023, je ferme tous les puits de charbon. Et aujourd'hui, on constate qu'avec la guerre en Ukraine, ces mêmes puits de charbon, tous ces puits, aujourd'hui, sont en train de fonctionner. Et on s'imagine un peu la quantité de CO2 que nous émettons dans la nature. Parfois, je me dis, est-ce que ce n'est pas une certaine hypocrisie de nos dirigeants politiques qui, j'allais dire, le seul problème, c'est le développement. C'est-à-dire à tout prix, on peut même mourir aujourd'hui, mais plus ou moins, c'est le développement. Ils comprennent que le seul langage de la croissance économique. Voilà, c'est ça en fait. Donc quelque part, je me dis, mais est-ce que ces pays développés normalement, qui doivent me donner l'exemple, nous aussi, on n'en note pas de responsabilité, nous qui sommes pays en développement, est-ce que quelque part, ils ne pèsent pas contre l'humanité? Enfin, c'est une question que je me pose comme ça. Non, mais clairement, déjà, il y a une responsabilité historique des pays développés dans la situation. Et puis ensuite, clairement, il y a une distance incommensurable entre les discours et ce qui est dit par les politiques et ce qui est concrètement fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, il n'y a pas de politique radicale à la hauteur de ce que préconisent les experts du GIEC. Tout est ultra timide. Je sens bien que tout est ultra complexe aussi parce que c'est peut-être compliqué de passer du jour au lendemain d'une situation où tout CO2 à une situation où plus de CO2 du tout. C'est pas possible. C'est sans doute très difficile. Mais les engagements qui sont pris aujourd'hui ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait faire et de ce qui est préconisé par tous ceux qui, justement, essayent d'imaginer des solutions qui nous permettraient très vite de sortir du CO2. Moi, j'aurais voulu aussi, dans vos présentations, que vous montrez un peu cette hypocrisie de nos dirigeants qui ne pensent, comme l'a dit Eman, développement économique. Ça peut choquer peut-être les gens. C'est vrai qu'aujourd'hui en Europe, on constate cette jeunesse qui sort, qui se lève pour dire, mais attends, les questions climatiques, les questions liées à l'environnement, qu'est-ce que vous en faites? Et il y a une certaine prise de conscience de façon timide, comme vous l'avez aussi expliqué. Ces présentations peut-être feront un tic dans la tête de nos responsables, peut-être, certainement. Je le souhaite. En tous les cas, moi, j'essaye de pas donner des leçons et de pas faire la morale. Pas la morale, mais c'est juste leur montrer la situation. Ouais, et là, chacun se dit, mais attends, quelque part, mais je suis fautif dans ce qui se passe là.
J'essaye de faire ça en faisant attention aussi à pas culpabiliser parce que quand on culpabilise, les gens n'ont pas envie parce qu'ils se sentent agressés, etc. Ouais. Donc c'est d'essayer de faire en sorte de le faire. Voilà, moi c'est ce que j'essaye de faire, de manière à ce que la personne qui m'écoute trouve elle-même, se dise ah non mais c'est pas possible, on peut pas rester comme ça. Voilà. Donc moi je vais le plus loin possible dans quelque chose de absurde pour montrer que c'est idiot, stupide. Voilà. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé aussi le film Don't Look Up dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Très bien. Alors, Alain, revenons à vous. Ce rapport donc, propose de réduire la pêche illégale, de supprimer les subventions néfastes ou encore de soutenir la pêche, la petite pêche, de mettre en place des certifications pour l'exploitation forestière, d'avoir des systèmes de gouvernance efficaces et une redistribution équitable des bénéfices et des coûts liés aux espèces sauvages. On a l'impression d'être en train de lire un ancien rapport, surtout que celui-ci intervient quand même à quelques mois de la COP 15 sur la biodiversité prévue en décembre, je crois bien à Montréal. À Montréal, oui. Montréal. Je crois que c'est une litanie. Bon, enfin, les gens, évidemment, on est habitué maintenant à cela. Mais je pense que déjà, le monde scientifique joue son rôle parce qu'effectivement, quand vous lisez ces rapports, vous êtes stupéfait. Et la question qu'on se pose, c'est, mais face à tout ça, face à ces alertes, on devrait agir. Mais effectivement, on se rend bien compte que, après avoir alerté, dit l'état de la dégradation, les scientifiques vont plus loin pour proposer un certain nombre de solutions. Et maintenant, comme ce n'est pas eux qui décident de qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire, alors les gouvernements, les États, prennent tout leur temps. Et je pense que, peut-être que, je le dis, peut-être que cette génération-là, on ne peut plus espérer grand-chose. Peut-être qu'avec la nouvelle génération... Ah, de nous, c'est ça vous le dites? Bien sûr. Et je me dis allez, peut-être sceptique. Oui, mais non, mais parce que quand on voit un peu comment quand vous suivez, la seule chose aujourd'hui où on peut dire qu'il y a un début de prise de conscience collective, c'est que quand le débat sur l'écologie, l'état de la planète, l'environnement et autres, aujourd'hui est présent dans le milieu politique, quand il s'agit des élections. Ouais. Ça, tout au moins, plus que jamais, on sent que à chaque fois qu'il y a une élection dans un pays, aussi bien, surtout dans les pays européens, occidentaux et tout ça, la question donc, du climat est au cœur donc, des différentes discussions. Et maintenant, on sent qu'effectivement, ils sont obligés, dans leur programme, de pouvoir donc, inscrire... trouver une petite lucarne. Inscrire cela. Mais de là à passer à l'action, il y a quand même un fossé. Parce qu'à chaque fois, il y a des crises. Il y a des crises qui surviennent et qui font qu'effectivement, ils expliquent qu'à cause de la crise, vous avez vu, quand Covid est arrivé, alors les usines ont cessé de fonctionner, tout ça, la nature a soufflé un peu. Mais juste après, quand le vaccin est arrivé, on a commencé à... On a repris de plus belle. On a repris. Et alors qu'on s'est dit, avec Covid, il faut rattraper. Il faut rattraper ce qui était comme si, effectivement, il y a une course, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourchasse. Et c'est là où, justement, les gens disent que la question de la croissance, il faut réinventer une autre économie. Maintenant, la guerre en Ukraine. Donc, ça veut dire qu'on va passer de crise en crise, mais on va se cacher derrière cette crise-là pour ne pas véritablement avancer. Parce que depuis le sommet de Rio, la nature ne s'est autant porté vraiment mal. Les émissions de gaz à effet de serre ont doublé depuis le sommet de Rio. Ça veut dire qu'en fait, les COP n'ont servi à rien. C'est un échec total. Il faut avoir le courage de reconnaître que 30 ans après, nous sommes dans le mur. Parce que c'est un échec. On a eu, avec le protocole de Kyoto, tout au moins, c'est le succès qu'on peut avoir. Mais vous avez vu, comme il était contraignant, les États-Unis se sont retirés. Ouais. Est-ce que vous voyez? Le Canada qui a dû payer un certain nombre parce que lui, ce protocole était contraignant. Allez, même le pays dans lequel on a donné le nom Kyoto, c'est avec le Japon. Donc... Bon, maintenant qu'on est rentré avec l'accord de Paris, vous avez vu aujourd'hui, c'est pas contraignant. On part d'annonce en annonce, d'engagement en engagement, mais effectivement, on sent que véritablement, plus on se réunit, plus évidemment
on continue à polluer. Et puis, ce n'est pas pour demain, hein, la solution. C'est pourquoi je dis peut-être qu'il faut travailler sur la jeunesse actuelle pour que, bon, demain, quand ils seront au pouvoir, ils pourront peut-être faire quelque chose. Moi, je pense que l'espoir est en cette jeunesse du monde entier. Hein. Vous voyez comment elle se mobilise. Même en Afrique, on voit comment vous avez, tout à l'heure, on a vu des jeunes aujourd'hui qui vont à un camp et qui déjà sont moulés dans cette question-là. Ils prennent conscience dès maintenant. Donc, peut-être qu'avec cette jeunesse, on va pouvoir espérer que les choses vont changer. Parce que tout ce que ce rapport préconise, changer de cap, changer d'approche en matière économique, les autres disent le coût de la transition qui le supporte. Parce que c'est ça, en fait. Ils disent, si on doit transformer nos économies, si on doit transformer le modèle économique, qui supporte le coût de cette transition-là? Et dans un contexte où c'est la course effrénée, et puis je me demande si on va y arriver, parce que là, à chaque fois, tu te rends compte qu'effectivement, il y a une crise qui survient et qui, enfin, annihile tous les espoirs qu'on a à voir vraiment les choses changer. Alors, dans votre spectacle vert, si je peux me permettre de l'appeler ainsi, puisqu'il parle de l'environnement, de protection de la planète, quelles seront les thématiques que vous aurez abordées? Là, cette fois-ci, j'en présente deux. Donc, il y en a un qui sera une fable exobiologique où on va tenter de voir si la vie est possible ailleurs. Donc, c'est une invitation comme ça à aller regarder sur d'autres planètes ce qui se passe, quoi. Donc ça, c'est ce soir. Et puis demain, elle s'appelle Pôle Nord. Et Pôle Nord, c'est sur la transformation géographique de cet endroit du monde dans les années à venir. Donc c'est plutôt de la géographie prospective et on sera là sur la fonte de la glace, la géopolitique de l'Arctique, l'élévation du niveau marin et les questions d'appropriation, la course au pôle Nord, la course à, encore une fois, les ressources naturelles et cet endroit du monde qui est en train de se libérer de la glace peu à peu et c'est la première fois que ça va arriver dans toute l'histoire de notre humanité, hein, parce qu'on n'a jamais connu ça, un pôle Nord et un Arctique libéré de la glace en été. Ça va tout changer, hein, ça va tout changer parce que d'Amérique en Asie, c'est le chemin le plus court, parce qu'il y a un tiers des ressources mondiales de pétrole, de gaz, de minerais rares qui sont là-bas. Il y a même Donald Trump qui avait proposé d'acheter le Groenland. Parce qu'il se dit que sous ces glaciers, il y avait de la richesse. Voilà. Et ça va, à terme, ça risque d'être, d'ici 2100, assez catastrophique en termes aussi de conséquences partout ailleurs, en termes d'élévation de niveau marin. Vous disiez tout à l'heure Cotonou, mais toutes les villes qui sont en effet au bord. Toutes les villes côtières vont disparaître. C'est-à-dire qu'il va falloir lutter contre l'augmentation de l'eau, du niveau de l'eau, donc déplacer peut-être les populations, comme on l'a fait avec des barrages à certains moments, en déplaçant des villages ou des villes qui risquaient d'être sous l'eau, de les déplacer entièrement avec des coûts faramineux que peut-être devront affronter les Béninois en 2150 ou 2200. C'est peut-être pas nous ou nos enfants, mais nos petits-enfants, clairement c'est pour eux. C'est terrible. En fait, Eman, moi, souvent quand je vois ces terres qui meurent de soif, quand on prend le contexte africain, et quand je vois aussi en Europe ces pompiers qui affrontent ces murs de feu, je me dis, la nature, chaque jour que Dieu fait, nous parle. Mais parfois, on fait semblant de ne pas voir ces gestes, ces mots, ces paroles de la nature. Et les conséquences sont ça fait. Je reviens encore en France, si vous permettez. Ouais. Vous avez vu un peu tout ce qu'on a constaté. On ne parle pas encore de canicule, enfin, on dit que ça vient. Ouais. Mais avant ça, déjà, vous avez vu ce que les gens ont constaté, où on dit qu'on est à plus de 40% dans ces pays européens. Or, 40%, c'est beaucoup plus en Afrique. Mais même en Afrique, le Maroc a connu 43 degrés. Voilà. C'est tout à fait... Je me dis, si dans ces pays tempérés, on a cette température, mais attends. Très élevé. Mais c'est fou. Il faut quand même comprendre comme ça pour dire, mais attends, le danger, il est là. Ouais. C'est vrai que je comprends Alain quand il dit que cette génération, nous on ne peut plus rien. Peut-être c'est ceux qui viendront peut-être après nous, qui vont peut-être mieux prendre conscience du danger que nous courons. Mais je me dis, mais chaque geste de la nature doit quand même nous faire réfléchir. C'est vrai que votre spectacle certainement va faire quand même
des tics dans la tête Oui, et des puis, gens. moi, c'est intéressant de voir qu'il faut présenter les choses d'une autre façon. Peut-être qu'avec ça, on peut arriver à beaucoup plus toucher les gens. La sensibilité des gens. Parce que je crois que le fait de venir toujours parler, les gens, ils peut-être de jouer les pseudo-savants comme des moralisateurs et tout. Pourtant, aujourd'hui, tout le monde subit. On passe d'inondations. Vous avez vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec ces inondations énormes qui ont fait partir. Et aujourd'hui, c'est le feu un peu partout. En Europe, en Amérique. Donc, je crois quand même que la réalité est là. On ne cache pas on vit véritablement aujourd'hui. La Terre est en colère. Elle est en colère. Mais on fait semblant de ne pas voir. Peut-être que avec une autre façon de montrer la réalité autrement, peut-être ça va contribuer un peu à provoquer les changements qu'on attend. Pardon, et en tous les cas, moi j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que la prise de conscience, pourtant, elle est là. C'est-à-dire que les gens, globalement, il y a une prise de conscience. Aujourd'hui, il y a très peu de déni de ça. Je crois que le climato-scepticisme, il est un peu derrière nous, peut-être. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience qui est largement partagée, mais après, il y a comme un déni, une impossibilité de se dire d'agir. J'ai pris conscience. Et donc là, il faut arrêter avec la croissance, il faut arrêter avec ces systèmes économiques. Comment je fais? C'est quoi les solutions? Tout repose sur la croissance aujourd'hui. On est pris dans des courses effrénées. Donc en fait, il y a comme une dissonance. On est conscient et on continue à aller dans le mur. On fonce droit. Donc, ce qui est encore grave, c'est que parfois, ces climato-sceptiques ont pris d'assaut les Silicon Valley aux États-Unis et ils communiquent de façon intense. Ils ont cette communication, ça dit quand vous les suivez, vous dites, mais attends, ces gens-là, mais ils ont parfois raison dans ce qu'ils disent là. Parce que pour eux, il n'y a pas de changement climatique. Pour eux, la nature devait être comme ça, En fait, ce que nous avons aujourd'hui là, ça doit se passer comme ça. Donc, quelque part, cette inquiétude... Mais comme il le dit, je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Trump, on a vu que le climato-sceptique avait pris d'ampleur avec lui, voilà. Maintenant que, il n'est pas parti totalement. Mais il est dormant, il va se réveiller, on sait jamais. Il y a beaucoup qui pensent comme lui, et on a dû le voir. Mais c'est clair aujourd'hui, et c'est là où je crois qu'il faut saluer la contribution des scientifiques aujourd'hui qui n'arrêtent pas avec les rapports d'alerter et tout ça. Et je crois quand même que ces différents rapports ont contribué à davantage convaincre les gens qu'effectivement, la Terre est malade. On écoute plus le GIEC que les ministres de l'Environnement. Maintenant, vous avez vu, c'est vrai qu'il y a quand même... Alain, il vous pose cette question sur... On écout plus le GIEC que les ministres de l'Environnement. Non, c'est que sur les ministres, quand même, ils se basent sur les conclusions du GIEC et de l'IPBES, là. On peut plus... On peut dessiner la politique. Les populations sont aussi informées et c'est elles qui subissent en fait les conséquences de ce drame écologique que nous avons. Mais ce qui arrive, c'est que face donc aux enjeux économiques, on se dit où est-ce qu'on va trouver l'argent pour financer donc les coûts liés à la transition écologique. Mais c'est quand même ça commence à arriver même petitement. Quand vous voyez aujourd'hui dans des gouvernements, vous voyez sur le plan institutionnel, on dit un ministère de la transition. En Grande-Bretagne, par exemple, vous avez c'est le ministre de l'économie qui est le ministre chargé de la transition écologique. Ouais. Donc ça veut dire qu'on est en train peut-être de chercher, ça dit la passerelle, pour pouvoir quand même changer d'approche, comme le recommande ce rapport-là. En matière économique, il faut changer d'approche. Comment on fait? Pour sortir du fossile, par exemple, comment on fait? Pendant que, la guerre en Ukraine a fait que, il faut fermer le robinet qui vient de la Russie. Mais après, où est-ce qu'on trouve de l'énergie pour vivre maintenant? Parce qu'il y a des défis qui sont actuels. C'est clair qu'on ne pourra pas tout changer en même temps. Il faut aller progressivement. Mais il faut effectivement que même chaque citoyen, et qu'on accepte donc de changer de... Vous voyez, quand vous voyez un peu la consommation, c'est-à-dire aujourd'hui, vous voyez en termes de consommation, c'est fou. L'homme consomme plus qu'il n'en a besoin. Il faut peut-être revenir à une certaine rationalité et je crois que c'est là le défi que nous avons. On a dit même que nous gaspillons le tiers
de tout ce que nous produisons. Donc, le gaspillage est très important. Alors, Monsieur Ferrer, vos spectacles, est-ce que ça regroupe beaucoup de personnes? C'est vrai que c'est pas la Champions League, c'est pas le football. Donc, clairement, est-ce que ça regroupe grand monde? Eh ben, ça dépend où et ça dépend comment c'est fait. Ça dépend. Parfois, ça regroupe peu de monde. Parfois, j'ai joué déjà devant des salles de 1000 personnes. Où vous avez parlé climat? Où j'ai parlé climat, bien sûr. Ouais. Mais parce que... je fais des spectacles, donc c'est des spectacles qui peuvent être. Je fais pas que des spectacles. Là, je suis seul en scène. Moi, j'appelle ça des conférences un peu décalées, quoi. Mais je fais des spectacles aussi avec plusieurs acteurs. Voilà, j'en prépare un nouveau là, qui s'appelle Borderlines Investigation, qui est sur les limites du monde. Ces spectacles-là, ils sont très théâtraux, ou même celui sur les lapins que je viens de faire. Il y a de la machinerie, il y a des choses qui se passent au plateau, donc il y a un côté spectaculaire, et donc il y a un public nombreux qui peut venir. Mais ce sera toujours bien moins nombreux, mais 1000 fois moins nombreux qu'aller voir Mbappé ou Benzema. Là, je suis sûr que si c'est ça la question, je ne suis pas concurrentiel. D'accord. Si déjà le climat peut drainer autant de monde non, ça va que la venir, Champions League, ça va venir. Il faut y ça va croire. accélérer les choses. Ça va accélérer les choses. Il faut y croire. Alors, Alain, le rapport peint aussi la question du braconnage qui, de plus en plus aussi, il a été remarqué que cela prend de l'ampleur, que des espèces sont menacées totalement aujourd'hui d'extinction. Oui, je crois que on se sent concerné puisque l'Afrique c'est une terre où nous avons beaucoup de mammifères et aujourd'hui ces mammifères sont concernés par ce phénomène de braconnage. Vous avez l'éléphant aujourd'hui avec l'ivoire, vous avez aussi le rhinocéros et tout ça. Donc je crois que effectivement il faut prendre conscience que la question du braconnage contribue à l'extinction de ces espèces-là, ces espèces rares aujourd'hui qui sont sur la liste rouge de l'UICN. Et ce qui est intéressant aussi avec cette liste rouge-là, on sait dans chaque pays, on cherche dans chaque région du monde quelles sont les espèces qu'il faut absolument. Mais comme je dis toujours, il y a des enjeux économiques derrière tout ça. Quand vous prenez les pays du Golfe et autres, où aujourd'hui avoir un lion à la maison où c'est devenu luxe de choses là, donc ça fait que effectivement ça contribue un peu ce commerce illégal. Ces images qui sont insoutenables. Voilà. Ouais. Où il y a ça, mais vous avez aussi des gens qui viennent dans des milieux, dans des aires protégées et autres. Juste pour avoir la fierté d'avoir tué, avoir le trophée, d'avoir un trophée et tout ça, et qui contribue à tuer donc tout ce que nous avons. Donc je crois que c'est important que nos pays renforcent renforce donc la lutte contre la criminalité faunique. C'est vrai qu'au niveau du Bénin, il faut, c'est intéressant de voir aujourd'hui que de plus en plus, effectivement, on arrête un certain nombre de braconniers et tous ceux qui sont impliqués dans ces commerces-là. Mais pour les acteurs donc, de cette lutte-là, c'est qu'aujourd'hui, les peines ne sont pas... Il faut revoir ces peines-là parce que les sanctions ne sont pas sévères. Parce que tuer un éléphant ou vendre l'ivoire d'un éléphant, vous voyez combien de temps ça prend pour qu'un éléphant... Donc, et on en a de moins en moins. Donc la population donc, de mammifères diminue. Et je crois qu'avec les changements climatiques, aujourd'hui, on se rend bien compte que on n'aura plus cette même population-là d'ici 50 ans, donc il faut agir vite en renforçant, donc, je dis la surveillance donc, de nos réserves. Et là, je crois qu'on ne fait pas encore beaucoup. Et là, il faut la coopération entre les pays. Parce qu'on se rend compte que c'est un commerce qui concerne beaucoup de pays. Et comment faire pour arrêter ça? Les pays doivent se donner la main pour renforcer donc, cette lutte-là. Très bien. Vous avez vu les images, vous avez fait waouh, vous avez eu... Oui, c'est terrible. Ça vous étonne de voir ce genre d'image? Non, ça ne m'étonne pas sur ce qu'on est capable de faire en tant qu'humain, mais elles sont terribles.
Alors, William, on va faire un dernier tour de table avant donc, justement de pouvoir mettre un terme à ce forum de discussion. C'est un nouveau rapport donc, qui pointe du doigt l'état dans lequel se trouve aujourd'hui la planète, l'état de la biodiversité, une biodiversité de plus en plus dégradée, de plus en plus accablée. Menacée. Menacée. De disparaître. Mais je vais revenir un peu sur ce qu'a dit Alain. C'est vrai que dans notre pays, depuis qu'on a confié les réserves de faune à African Parks, on a senti quand même certaines accalmies en ce qui concerne le braconnage, parce que par le passé, chaque jour que Dieu fait, bon, peut-être c'est exagéré, on entend qu'on a tué un éléphant quelque part, on entend que tel animal est abattu, donc au moins ça a reculé un peu. Il faut dire ces gens, c'est des lobbies, des gens qui sont très riches, qui financent ces gens qui viennent tuer ces animaux dans ces réserves de faune. Si on peut tuer, du moins détruire ces trucs à la base, ça évitera cette extinction qu'on constate au niveau des animaux. Parce que ces animaux aussi nous permettent, parce que la science en a besoin pour la fabrication des médicaments. Parfois, on se dit on a besoin de telle chose pour traiter telle maladie. Il vaut mieux qu'on protège cette biodiversité, ces animaux sauvages, pour pouvoir traiter ces maladies qui aujourd'hui prennent d'expansion. Aujourd'hui, on parle de Covid, juste là, on ne trouve pas encore une solution, même si il y a le vaccin qui est là, on parle même de 5e dose, ailleurs 6e dose. Bon, je me dis, est-ce que les doses vont finir un jour? C'est une question qui mérite d'être posée, effectivement. Alain Touchou. Oui, je crois une fois encore que ce rapport-là vient tirer la sonnette d'alarme sur l'état de la biodiversité dans le monde. Et toutes les régions du monde, tous les pays du monde devraient se sentir concernés et devraient aussi faire une photographie de ce que la biodiversité, de ce qu'elle est sur son territoire. Au niveau du Bénin, je crois qu'on doit prendre davantage conscience. Parce que si on dit que 1 million d'espèces animales et végétales vont disparaître dans les prochaines décennies, c'est ce que le rapport dit, ça veut dire que ici, en terre béninoise, c'est sûr nous avons aussi des espèces qui sont menacées, aussi bien des espèces donc animales que végétales. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Déjà, il faut connaître quel est l'état de la biodiversité dans notre pays. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant en termes de solutions pour pouvoir donc endiguer le mal? On a encore la chance d'avoir nos parcs aujourd'hui qui regorgent d'espèces rares, évidemment. Mais je crois qu'il faut davantage travailler à sauvegarder cela. Cela passe par le renforcement de la surveillance. Je le dis, mais également l'éducation. L'éducation, donc, je crois en la jeunesse, et il faut amener la jeunesse très tôt à semer. Donc, il faut semer cette graine-là de l'éco-citoyenneté pour que dans les années à venir, quand ils seront au centre de la décision, qu'on n'ait pas besoin de venir sur des plateaux pour leur dire, bon voilà, la nature est menacée, la terre est menacée. Donc je crois que c'est important. Si vous permettez, par rapport à l'état de la biodiversité, je veux rendre un hommage à un professeur émérite qui a fait un travail monstre. Aujourd'hui, au Bénin, on a l'état de notre biodiversité, on sait ce qu'on a, on sait ce qui est menacé. Le document existe, c'est le laboratoire du professeur Brice Saint-Saint, le laboratoire d'écologie appliquée, c'est bien cela. Ouais. Voilà, donc le document existe, c'est même en ligne, on peut aller voir, lire, voir un peu l'état de notre biodiversité. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Justement, c'est ça. Qu'est-ce qu'on en fait, bien sûr, par rapport à ce document? C'est là la grosse question. Alors, Frédéric Ferrer, on va faire le récap. Votre spectacle, il y en a un ce soir à 19h. 19h, c'est ça. 19h à l'Institut français. Ouais. Et l'autre demain. Demain, même heure. Même heure, 19h. Oui. Et qui porte sur l'Atlas Anthropocène. Voilà. Vous avez éclaté donc en 2 spectacles. Voilà, en tout, il y en existe 7 de spectacles et j'en présente 2 cette fois-ci. C'est en exclusivité ou c'est déjà fait ailleurs? Non, je les ai déjà créés ailleurs, je les ai déjà montrés ailleurs. Mais c'est la première fois au Bénin. Au Bénin, première fois en Afrique. Wow. Première fois en Afrique, d'accord. Donc nous sommes privilégiés. Alors. Donc vous êtes privilégiés. Je suis ravi, moi, de revenir au Bénin. Vous avez aimé? Oui. Ah bah alors là, c'est franc, oui. On va inviter donc toutes ces personnes-là qui ont une fibre écologique ou non à se déplacer vers... C'est gratuit. Hein. L'entrée, elle est gratuite, voilà. Évidemment, par ces temps qui courent.
où l'espèce sonnante et trébuchante Se fera. se fera est aussi importante que la prunelle des yeux. Je crois que tout ce qui est gratuit, en tout cas en termes de spectacle, on est preneur. On est preneur. Faites le déplacement au-delà de son caractère pédagogique. Cela nourrit aussi l'âme. C'est un vrai moment. Ce sera un instant donc d'échange, de divertissement, surtout pour s'évader, pour avoir un regard décalé sur les questions liées à la préservation de la nature. Donc, si vous avez un peu de temps dans votre agenda, cochez justement 19 h du côté de l'Institut français du Bénin. Merci William Apollinaire Tchoki. C'est moi. Merci Alain Tossunon. Merci. Aujourd'hui, Patrice Agbo n'était pas là. On lui fait un petit coucou au passage. On espère le retrouver mardi prochain. Merci Frédéric Ferrer. Je rappelle que vous êtes auteur, metteur en scène et performeur. Vous avez fait les plus grandes scènes du monde et vous faites la scène de l'Institut français ce soir. On prend déjà le rendez-vous. À tout à l'heure, donc du côté de l'IFB. 5 sur 7 matin, la suite, c'est avec Marc Sewaï, avec lui, on parle du Corosol. Derrière, on reçoit Blaise Adanko pour les sports. Ce sera justement pour boucler la boucle. À tout à l'heure.